Monsieur Tonge Bakang est en train de devenir à toute vitesse, à vitesse grand V, à la vitesse d'Internet, une vedette internationale. Bonjour, je suis Tonge Bakang, fondateur et CEO d'AfroStream. Je souhaite remercier MyPad pour cette nomination en tant que l'un des afro-descendants de moins de 40 ans les plus influents. Également nominé au classement Chose 2016 des 100 leaders économiques de l'Afrique de demain, Tonge Bakang est un entrepreneur de génie qui a fondé AfroStream, surnommé le Netflix africain, à cause de sa notoriété mondiale acquise en quelques années. Le service qui proposait plus de 2000 heures de films, séries, shows afro-américains, africains et afro-caribéens dans 29 pays, dont 5 européens et 24 africains, avait franchi la barre des 10 000 abonnés seulement 8 mois après son lancement. Dès l'été 2016, son offre était également disponible sur les box de plus de 12 millions de foyers en France. La marque de streaming qui a rassemblé les plus grandes célébrités noires d'Europe et d'Amérique avait été sélectionnée en gagnant une prime de 120 000 $ et un accompagnement dans le plus grand et prestigieux accélérateur de start-up au monde. Et ce, durant 4 mois, période à la fin de laquelle elle a pu lever 4 millions de $ auprès d'investisseurs américains. La fin d'un projet n'est pas l'échec d'un entrepreneur. Je ne me sens pas du tout comme un entrepreneur en échec, bien au contraire. Je pense que c'est intéressant de voir où est-ce qu'on met le curseur en termes de succès et inscrire son projet sur le parcours d'une vie. Donc c'est tout au long de mon parcours qu'on pourra juger si je suis un entrepreneur à succès ou non. Même si la fin d'AfroStream est loin d'être ce que j'aurais espéré pour le projet, je ne pense pas qu'il soit juste de le mettre dans la catégorie des échecs. AfroStream. Les meilleurs films et séries afro. Disponible en illimité. Avec AfroStream, plus d'action. Téléchargez dès maintenant nos applications. C'est une onde de choc qui traverse l'écosystème des startups et plus précisément les dizaines de milliers d'abonnés et les centaines de milliers de followers d'AfroStream sur les réseaux sociaux. Quand la startup nantaise annonce la suspension de son service et le non-renouvellement des abonnements en cours à leur expiration dès le lundi 13 septembre 2015. Comment l'une des startups les plus prometteuses, dirigée par un homme qui il y a quelques mois à peine était considéré comme un révolutionnaire de l'espace médiatique, a-t-elle soudainement déposé le bilan? J'ai été contacté par l'un des investisseurs d'AfroStream pour acquérir le service de streaming en faillite pour 2 raisons principales. Le fondateur le gérait mal et le gouvernement français avait donné 4 mois à AfroStream pour trouver un acquéreur ou pour mettre la société en faillite involontaire. Ce dernier paragraphe est un extrait d'une lettre ouverte écrite par un acheteur potentiel d'AfroStream, lequel affirme avoir dépensé des millions de $ pour une acquisition qui n'aura jamais eu lieu. À cause, selon lui, d'une attitude extrêmement néfaste pour un entrepreneur dont Tonge Bakang a fait preuve. Mais avant, commençons par comprendre la genèse du projet et les motivations intrinsèques de l'homme qui en est son concepteur. À l'exception des clips musicaux et les événements sportifs professionnels, combien de dessins animés, de films, séries, documentaires mettant en avant l'excellence noire, la culture afro et ses génies créateurs sont diffusés via les médias mainstream aux 15 millions d'afro-descendants vivant en Europe. Né de l'union entre 2 médecins camerounais ayant étudié et exerçant en France, Tonge Bakang s'est identifié à eux pour développer sa confiance en lui, l'élément fondamental de tout accomplissement personnel. Néanmoins, il avait observé quelque chose que d'autres n'avaient pas vu. Un problème très présent dans sa communauté qu'il résoudra partiellement le concernant durant son adolescence dans les années 90 en s'attachant à la culture noire américaine dont il a été magnifiquement empoisonné dès son plus jeune âge, étant exposé à des copies VHS et DVD du Kobe Show et de Rhodes, ramenés des États-Unis et du Canada par des proches en visite. Comme je l'ai mentionné, il avait perçu quelque chose. En effet, Tonge Bakang avait remarqué que ses amis noirs, n'ayant pas forcément de modèle de réussite sous le même toit comme lui, n'avaient pas développé une certaine assurance, une fierté d'être noir. En liant cela à son propre ressenti de manque de connexion culturelle avec le contenu médiatique européen,
il a compris que ses siens avaient besoin, en ses propres mots, de se voir pour exister. Et moi, j'ajouterais de se voir grand, talentueux, pour vouloir et prétendre le devenir. C'est une vingtaine d'années plus tard qu'il aura l'opportunité de résoudre définitivement ce problème qu'il a vécu dans sa chair, et ce, pour les générations futures. Opportunité qu'il saisira avec force et abnégation en faisant d'elle une mission dont l'accomplissement mettra à l'épreuve sa résilience et sa formidable créativité entrepreneuriale. Et pour conclure, il partage son plus grand rêve. Mon nom est Tonje Bakan Tonje. Vous entendez bien que mon nom a une consonance africaine. Il n'est pas d'origine catholique ni musulmane. Et cette identité-là est précoloniale. Que s'est-il passé avant que l'Afrique soit découverte? Il y a toute une histoire dont le peuple africain ignore en grande majorité l'existence. Et le fait de ne pas avoir accès à cette histoire riche empêche le peuple africain, sa diaspora, les afro-descendants, d'avoir les éléments, les ressources nécessaires pour être fiers de ses origines et pouvoir partager cette culture avec le reste du monde. L'ancien président Nicolas Sarkozy a dit que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais en fait, je pense que l'histoire de l'Afrique n'a pas été encore racontée. C'est pour ça que je me suis aventuré à lancer cette plateforme AfroStream qui, au-delà de l'Europe, au-delà même de l'Afrique et des États-Unis, permet et permettra, je l'espère, à 1,4 milliard d'individus de se raconter, de refaire le fil de leur histoire. Est-ce que cela restera un souhait ou deviendra-t-il une réalité? En d'autres mots, AfroStream sera-t-il la vitrine de la culture africaine dans le monde? De manière surprenante, notre protagoniste n'a jamais voulu devenir entrepreneur. Mais comment en est-il devenu un, me demanderiez-vous? Je suis animé par finalement une énergie qui m'impose de créer des projets. J'ai jamais voulu être entrepreneur, j'ai jamais eu comme vocation d'être quelqu'un qui allait créer des entreprises, mais j'ai toujours créé des entreprises sous différentes formes. Ça pouvait être une association, une société en France, une société aux États-Unis. J'ai créé ces sociétés pour finalement m'ouvrir des portes, pour créer des opportunités que je ne pouvais pas trouver autrement. L'origine est désormais connue. AfroStream naît donc de cette énergie créatrice, laquelle pousse le porteur du projet à la recherche continue de connaissances. C'est ainsi qu'il sera accompagné et formé à l'écosystème des startups par l'incubateur de startups Orange Lab et surtout par The Family, où il fera la rencontre d'un génie du storytelling dans l'univers business, lequel jouera un rôle très important dans le futur de l'entreprise naissante. Imaginez cela comme s'il lui ouvrira les portes d'un château dans lequel Tonje Bakan pourra ou non trouver un trésor, le nerf de la guerre en affaires. In order to grow your B2C business, you need to create more than just a simple adoption to your product. You need to create a cult, because the early adopters to your product will become your best ambassadors. If we look at what's available today on the market, like the products are almost all the same. Even if you come with a very innovative idea, you know, we can find similar competitors, right? When you look at the brands, there's so many brands. How can you differentiate yourself to the competitor? In order for potential users and early adopters to follow your journey, to become ambassadors, you have to give them more than just a good product. It's not enough. You have to give more than a nice logo, because it's not enough. And actually the name of your brand doesn't matter. My computer is an Apple. Is there a link between an Apple and my computer? No. So names have no importance. What is important is the community and the culture that you create. The only thing they care about is, are you like us? Are you real? Are you like our hero? You know, someone like us who took from his or her own time to build the thing that we dreamed about. And that's the only way for you to start to create the cult. The cult will be like, at first, around you. The cult is not just the product, because who cares about the product? The cult will be about you and why you decided to put everything aside to accomplish this mission. And people love that, because most of people are not able to do it. Il nous raconte là exactement ce qu'il a fait en parlant de lui-même, de ses propres luttes,
de ces challenges quasi insurmontables en tant que jeune noir ayant grandi en Europe et cherchant ses repères, il a créé le déclic chez 50 000 personnes sur Facebook, lesquelles se sont identifiées à lui dès la naissance du projet. Les résultats de celui que j'appelle affectueusement le conteur d'histoire sont spectaculaires. Pas de surprise, il a été à la bonne école, celle du génie incontesté du storytelling, cofondateur de l'entreprise d'investissement de Family. Celui qui avait abandonné toute activité professionnelle pour se consacrer uniquement à AfroStream en investissant massivement sur les réseaux sociaux pour promouvoir le concept auprès de potentiels clients, a vu une lueur d'espoir quand l'équipe TF1 l'a contacté, lui et son alter ego, dans le but de créer un partenariat entre MyTF1 VOD, leur plateforme de vidéos à la demande, et AfroStream, qui n'était à l'époque qu'une page Facebook et une page d'accueil sur le web. Ce partenariat a donné naissance à AfroStream VOD, une sélection de films afro diffusés pour la première fois via le plus grand média européen. Fort d'une nouvelle notoriété générée par cette alliance stratégique et après avoir financé la naissance d'AfroStream sur ses propres fonds, il était temps pour notre conteur d'histoire de pratiquer son art, non plus en captivant l'attention des potentiels clients, mais de ceux qui décident dans les coulisses, les investisseurs. Vous vous souvenez du génie que Tonje Bakan a rencontré à The Family? C'est lui, le fameux cofondateur de la dite structure. L'hyper captivant Oussama Hamar rentrera concrètement en jeu ici, en mettant Tonje Bakan en relation avec une trentaine de patrons de fonds d'investissement parisiens et londoniens. Le jeune start-upper se serait peut-être dit, avec ce niveau de connexion, j'obtiendrai certainement des financements dans quelques mois. Erreur. Ce sera de son propre aveu l'un des échecs les plus cuisants qui va suivre. Malgré des entretiens courtois, aucun de mes interlocuteurs investisseurs ne comprenait réellement le problème qu'AfroStream tenait à résoudre. C'est pas parce qu'on rencontre des investisseurs que les investisseurs vont investir. Et on ne peut pas forcer une personne à investir dans son projet. Ça, c'est une énorme leçon pour nous, aspirants start-upers, qui pensons souvent à tort que l'argent est déjà prêt et nous attend. Non, non, non. Les investisseurs font des affaires, donc on veut les meilleurs deals pour eux. Bien que cette première levée de fonds ait été une catastrophe, l'impact a été loin d'être aussi dramatique que celle qui suivra en mars 2017. Convaincre les studios, ceux qui ont les films afro-américains en tout cas, de nous écouter, de répondre aux mails. Le but d'AfroStream, c'est aussi de leur acheter légalement les films pour pouvoir enfin les rendre disponibles. Et malgré ma longue expérience dans le milieu de l'audiovisuel, je n'étais pas reçu facilement. J'ai dû frapper par la porte, frapper par la fenêtre, passer par le sous-sol, mais j'ai jamais lâché. Puisque, la mission me tient trop à cœur. Je sais qu'il y a ce besoin, que ce soit du contenu africain ou afro-américain, mais il y a ce besoin immédiat. Et que ce n'est pas parce que les distributeurs français n'ont pas l'expertise ou la connaissance du terrain qu'il n'y a pas des gens qui désirent voir ce contenu. Donc j'ai insisté. Je me suis fait remarquer, je suis allé à tous les événements possibles où je savais que je pouvais les croiser et j'ai pas lâché l'affaire. Et comme j'ai vu que ça avançait doucement, je suis allé aux États-Unis, à Londres, pour parler à leur patron. Et c'est en faisant ces choses-là que les situations sont au fur et à mesure débloquées. C'est vraiment pas parce que on aurait eu tel ou tel parrainage, c'est vraiment la force du travail. Vraiment, je dis parce que quelquefois, quand on arrive à la fin d'une histoire, on se dit ah c'était facile. Et souvent les entrepreneurs viennent comme ça devant les caméras et disent c'est facile, j'ai juste été talentueux. Et non, c'était dur. Et c'est dur encore. En l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire parce que cela m'a rappelé l'explication par le docteur Claudel Noubissier de cette utilisation négative du storytelling par les entrepreneurs à succès africains qui mentent sur leur processus d'enrichissement. Quelqu'un est venu d'un secteur d'activité, il a transcendé ce secteur, il est devenu milliardaire, mais personne ne sait comment il a fait. Et chaque fois qu'il explique comment il a fait, il ment et il raconte des bêtises. Trop attaché à la mission d'AfroStream, l'entrepreneur n'a pas baissé les bras. Il a plutôt redoublé d'efforts en utilisant un joker dont son parcours de vie l'avait fait grâce. J'encourage ceux qui le veulent à vraiment développer leur anglais. Apprendre à parler l'anglais de base avec un peu de vocabulaire business parce que finalement, si tu ne parles que français, ton plafond de verre, c'est les opportunités que la France va t'offrir. Dès que tu arrives à parler un anglais rudimentaire business, tu as accès au monde entier. Je suis certain que vous vous rappelez qu'il a commencé à consommer du contenu nord-américain à un jeune âge et donc a développé inconsciemment un passeport linguistique. L'anglais basique qui lui permettra de briser le plafond de verre des opportunités que la France lui offrait et d'aller de l'autre côté de l'Atlantique
ou semblerait-il que tout soit possible? Le rêve américain, il n'existe pas dans mon sens parce que j'ai toujours fait les efforts pour créer mes opportunités et finalement aller vers les gens. Personne n'est venu me chercher. On n'est pas dans la terre-réalité où quelqu'un m'a sélectionné et m'a ouvert les portes. Il n'y a pas de rêve américain parce que les Américains ne nous attendent pas. Bien que dans sa lettre d'adieu, un chapitre sera intitulé « Le rêve américain », nous comprendrons ultérieurement que c'était le storyteller qui parlait car il nous remet directement les pieds sur terre. Aller aux États-Unis, ça fait sens pour certains business qui visent certains marchés. Ça fait pas sens pour tout le monde. Donc, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, aller aux États-Unis ou tenter d'aller aux États-Unis, si ça fait sens avec votre business. Le salut viendra donc d'ici. Mais comment se retrouve-t-il concrètement chez l'oncle Sam? Et plus important encore, comment a-t-il réussi à sortir AfroStream de cette impasse financière? En effet, les résultats obtenus par AfroStream VOD suite au partenariat avec le plus grand média européen, ainsi que l'enthousiasme toujours croissant autour du projet, ont permis à ce dernier d'être sélectionné par le plus grand et prestigieux accélérateur de start-up au monde. C'est littéralement extraordinaire. Il est beaucoup plus difficile d'intégrer le Y Combinator que la fameuse université d'Harvard. Selon Bloomberg, dans un article paru le 10 août 2023, le principal incubateur d'entreprises de la Silicon Valley avait déjà reçu 44 000 demandes en août de l'année dernière et le taux d'acceptation de sa promotion d'été était inférieur à 1%. C'est donc de cette sélection extrêmement rigoureuse que nous parlons, laquelle leur a permis de recevoir un financement de 120 000 $ et un accompagnement au développement de leur entreprise pendant 4 mois à San Francisco. Pour convaincre les investisseurs, il était important de prouver l'engagement de leur cible. Ils y sont parvenus en lançant une campagne de préabonnement à AfroStream auprès de leurs 60 000 fans Facebook, proposant de souscrire en avance à un abonnement annuel de films et de séries pour bénéficier de 40% de réduction et un accès au service un mois avant les autres. Le tout pour seulement 49,99 €. Au bout de 3 mois, la magie s'était opérée. Sur la base d'une seule promesse, ils avaient vendu 2000 abonnements annuels. Résultat impressionnant qui a permis à Tonje Bakan de lever 4 millions de $ pour développer AfroStream pendant 2 ans. Je sais ce que vous pensez. J'ai beaucoup d'argent comme ça. Il était déjà riche. Lui nous dit tout le concret. 4 millions de $ peut sembler être une somme colossale à dépenser en 2 ans. Ce n'est rien quand il s'agit d'un média. Si après cette première levée de fonds ou premier tour de table réussi, Tonje Bakan avait analysé à 360 degrés le mur infranchissable érigé devant lui par les grands investisseurs européens, il aurait peut-être vu venir ce qui sera le coup de grâce pour son empire naissant. Ils sont plus de 2000 les premiers clients issus de la campagne de préabonnement qui bénéficieront ce jour de l'accès à cette plateforme dont ils rêvaient depuis longtemps. Ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, nous lançons AfroStream. Ainsi, ce qui semblait être un rêve est devenu réalité, en grande partie grâce à celui que Tonje Bakan appelle affectueusement son alter ego, le cofondateur et directeur technique d'AfroStream, Ludovic Bostra. L'homme qui n'aime pas les projecteurs, contrairement à Tonje Bakan, car le silence est fondamental pour l'expression de son génie, en raison de son expérience. C'est normal qu'à la fameuse question qui taraude l'esprit de la majorité des aspirants entrepreneurs, il répondra. Si vous cherchez de l'argent, vendez votre produit en avance. Le meilleur financier pour votre projet, c'est le client final. Donc vous avez un projet de restaurant que vous voulez ouvrir, organisez des dégustations et faites payer les gens en avance. Tout ce genre de choses-là prouve qu'il y a un gros intérêt sur votre proposition de valeur. Et pour ceux qui ont toujours des excuses, sa réponse sera tout aussi atypique. Basé sur mon expérience, la seule chose que j'ai envie de recommander à des gens qui ont envie de se lancer, c'est de se lancer. C'est d'arrêter de parler de leur projet pendant des années, c'est arrêter de se trouver des excuses, ne pas se lancer, arrêter de dire qu'ils ne peuvent pas lancer la version minimale de leur projet parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a toujours un moyen de prouver que son produit, son projet peut atteindre des consommateurs, des clients sans avoir besoin de grands financements. Donc j'ai envie de leur dire, dans les 30 prochains jours, lancez la version minimale de votre projet. Dès lors, la jeune entreprise semblait être sur la voie d'un développement apaisé.
Mais ce calme apparent pourrait-il être synonyme de l'ampleur des défis qu'elle devrait surmonter pour continuer d'exister? Le deuxième cycle de financement appelé série A est le plus difficile pour les startups parce que les start-upers ne peuvent plus vendre l'histoire et ils ne disposent pas encore de faits concrets pour faire de leurs jeunes entreprises innovatrices des évidences. D'ailleurs, il y a énormément d'argent investi au premier tour et beaucoup moins en série A. Et c'est pourquoi la plupart des startups meurent à ce moment-là. Tongi Bakan en était déjà bien conscient. Alors que la presse parle beaucoup d'AfroStream, j'ai des moments de doute. Doute encore? Mais bien sûr. AfroStream, aujourd'hui, est une start-up qui a un fort potentiel, mais nous sommes loin d'être arrivés. C'est un combat permanent. On est en train de construire. Vous savez que la plupart des start-up meurent au bout de 18 mois. Mais c'est normal, parce que pendant 18 mois, on donne tout, on fait tous les efforts possibles. Après, il y a différents éléments qui font que ça fait déjà plus de 18 mois, de toute façon, alors donc vous n'allez pas... Moi, je suis entouré d'une très bonne équipe. Mais ce que je veux dire, c'est que la notion de risque existe et qu'il ne faut pas, si demain des entrepreneurs échouent, l'échec fait partie de l'apprentissage. L'échec n'est pas une fin en soi. On m'a toujours appris que le talent, c'est pas de réussir une chose. Le talent, c'est de savoir échouer puis rebondir. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Cela correspond exactement au point de vue d'Oussama Hamar, l'une des voix les plus importantes du monde des affaires francophones, que nous connaissons déjà. Il a déclaré dans un article sur Medium, les entrepreneurs n'échouent pas, ils apprennent. Aussi compliqué que paraît être la seconde levée de fonds, il s'avérait que Tongi Bakan avait une dernière carte dans sa manche. Mais une chose est intrigante, pourquoi AfroStream a-t-il besoin encore de financement seulement une année après sa première campagne de fonds? En fait, AfroStream a connu un tel succès après son lancement qu'il était temps pour Tongi Bakan de reprendre sa casquette de leveur de fonds pour convaincre les premiers investisseurs de réinvestir et les aider à en convaincre d'autres. Question d'accélérer le développement de la jeune pousse. Je suis ravi de voir l'accueil que l'on réserve à AfroStream. Je pense que ce qui accompagne l'enthousiasme qui est autour d'AfroStream, c'est le fait que des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais voient qu'à la tête d'un tel projet, c'est quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un qui ne vient pas d'une famille spécialement aisée, qui ne vient pas d'un réseau médiatique, quelqu'un vraiment qui se bat, qui est juste entrepreneur, qui prend ses idées, prend son équipe. Et je pense que c'est le fait qu'ils puissent finalement se reconnaître en moi et le fait que moi je puisse me reconnaître en eux, qui fait qu'il y a comme ça une connexion spéciale qui permet de valoriser, de faire croître la marque AfroStream et ses valeurs. Alors, dans un premier temps, ça a été beaucoup mon équipe et moi-même qui à Lyon à la rencontre des studios et des producteurs. Et avec la notoriété naissante, de plus en plus de producteurs nous contactent via notre site internet et nous proposent leurs films. En avril 2016, 8 mois après le lancement d'AfroStream, la plateforme atteignait le chiffre de 10 000 abonnés. Chiffre impressionnant selon le fondateur, car ils avaient un budget marketing réduit. Mais problème, plus ils avaient d'abonnés, plus ils avaient besoin de financement. Parce qu'il fallait chaque fois renouveler le contenu, promouvoir le catalogue et acheter de nouveaux films. Pour souligner davantage la richesse du catalogue d'AfroStream, la direction a décidé de mieux commercialiser son œuvre en la distribuant dans les box Orange et Bourg, la rendant ainsi disponible dans 24 pays africains. Les prochaines grandes étapes pour AfroStream sont de détecter le contenu qui va le plus plaire à notre audience. Alors aujourd'hui, on se sert de la data. Nous analysons le comportement des utilisateurs sur notre plateforme, savoir quels sont les contenus qui sont le plus regardés, et cela va nous amener demain à produire du contenu. Son grand rêve prenait forme, mais les fondations de ce dernier étaient-elles profondes ou ont-elles été faites sur du sable mouvant? Il ne faudra pas longtemps avant qu'apparaissent les premiers éléments de réponse. Mi-2016, le promoteur franco-camerounais d'AfroStream annonçait les objectifs de sa plateforme de vidéos à la demande, proposant des contenus exclusivement africains, afro-caribéens et afro-américains. 50 000 abonnés à 6,99 € par mois pour la fin de l'année 2016 et 1 million de chiffres d'affaires. Ces chiffres ont-ils été atteints? On ne le saura jamais. Afin d'accompagner son plan de développement, AfroStream avait identifié un besoin en financement de 10 millions de dollars sur 3 ans pour non seulement investir dans le contenu original,
mais aussi s'expandre dans les 24 pays africains mentionnés plus tôt, en y devenant accessible directement via sa plateforme. Tongi Bakan était loin de se douter que parmi ceux qui voulaient financer l'expansion d'AfroStream et la production de ses films et séries originales en promettant 10 millions d'investissements, il y figurait celui qui des mois plus tard allait signer la condamnation à mort de son média. Je sais ce que vous pensez, avec un développement aussi rapide, un avenir aussi prometteur et une promesse d'investissement colossale, comment les choses pourraient-elles mal tourner à partir d'ici? Mais vous ne prêtez pas suffisamment attention à tous les détails précédemment évoqués. Il y a déjà quelque chose qui ne sent pas bon. Alors que Tongi Bakan pensait que la croissance d'AfroStream serait suffisante pour les investisseurs, la plupart d'entre eux lui reprochaient de n'être pas arrivé à la rentabilité avant de les solliciter pour une nouvelle levée de fonds. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que contrairement à ce que je pensais, AfroStream n'était pas une start-up, mais un média avec des besoins de financement liés à l'industrie audiovisuelle, où il est tout à fait normal de ne pas être rentable les premières années. Prenons l'exemple de Netflix, devenu rentable la première fois 6 ans après sa création en 1997 et dont le dernier rapport financier daté du 31 décembre 2023 présentait une dette de 14,54 milliards de dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour accéder au premier financement, une start-up vend la vision. Mais pour la seconde levée de fonds, il est indispensable de fournir les éléments financiers solides. Donc, un deuxième cycle de financement réussi signifie que l'entreprise a franchi une étape importante que les investisseurs considèrent nécessaire pour investir à nouveau. Et dans le cas d'AfroStream, c'était la rentabilité. Pour être plus précis, les investisseurs d'AfroStream attendaient que cette dernière puisse atteindre au moins le break-even point, c'est-à-dire cette situation où les revenus et les dépenses sont égaux. Néanmoins, en novembre 2016, Tongi Bakan reste optimiste car sa dernière carte à jouer dont je vous ai déjà parlé est une promesse d'investissement résultante d'une discussion avancée avec 2 nouveaux investisseurs prêts à mettre 10 millions de dollars sur la table. Le 7 mars 2017, après quelques faux espoirs, la mauvaise nouvelle tombe. Un des investisseurs a changé d'avis à la dernière minute. Il se retire. Il n'y aura plus d'investissement dans AfroStream. Écrira Tongi Bakan avec tristesse dans sa lettre d'adieu. Attendez une minute. Jusqu'à présent, l'investissement était quasi garanti et soudain, ça ne l'est plus. Quand j'ai lu ça, j'étais profondément choqué. J'arrivais pas à y croire. Cet événement a ainsi provoqué la mort clinique d'un projet en croissance exponentielle, un projet auquel les fondateurs ont dédié 4 années de leur vie. J'imagine un peu l'état mental de ces entrepreneurs face à une situation aussi violente. Je pense que cela dresse un tableau clair du niveau de risque très élevé qui existe dans les startups. Et à propos, Hassan Bouji, le cofondateur de Jamo, la fintech ivoirienne qui a levé plus de 16 millions de dollars, donne d'ailleurs le conseil suivant aux aspirants entrepreneurs. C'est une vie très risquée. Les gens qui me disent qu'ils veulent faire des startups, je leur pose toujours la question d'abord, est-ce que tu veux pas faire un business traditionnel qui va gagner de l'argent? Et la première chose d'ailleurs que j'ai dit à Régis quand on a commencé à travailler ensemble, et j'ai vu qu'il commençait à trop faire, tu vois, il a les burn-out, je dis écoute, c'est vraiment un marathon quoi. Ah bon? Ah tu as dû lui dire ça et tout, Régis. Je lui dis ça tout le temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est dis-toi que en fait, il faut que tu sois balancé, tu aies une vie balancée, que tu aies tout ça, c'est hyper important parce que c'est pas quelque chose que tu vas construire en 2-3 ans. Il n'y a pas une boîte qui se construit, une start-up, c'est toujours 7, 8 ans, 10 ans. 10 ans. Cependant, on ne peut s'empêcher de se questionner sur un élément important, comme le fera Philippe Simon. Vous avez pu lever 4 millions. Qu'est-ce qui justifie que les gens qui avaient mis 4 millions n'étaient pas prêts à vous suivre un peu plus loin? Ils n'y croyaient plus ou alors Le paysage concurrentiel sur le marché du streaming, pas forcément sur le marché africain, s'est renforcé. Les concurrents tels que Netflix et autres, Amazon, avaient des milliards pour accomplir ce que nous essayons d'accomplir. Notre plus grande terre de développement, qui est le continent africain, n'offrait pas finalement un contexte propice à un développement rapide à cause du coût Internet dans certains pays. Même si le taux de pénétration des mobiles
est important. Il faut voir quel mobile peut être utilisé pour nos services, des questions de moyens de paiement, des questions de finalement priorité pour des ménages. Est-ce que la priorité c'est investir dans le divertissement ou dans des choses peut-être plus vitales? Ces différents éléments-là ont fait que il était beaucoup plus difficile de convaincre nos partenaires de nous suivre. Ce qu'on leur a prouvé, c'est qu'il y avait une demande, une forte appétence pour ce genre de produit. La question c'est combien de temps il faudra investir pour pouvoir satisfaire cette demande et faire un profit. Plongeons-nous dans l'esprit de ces investisseurs pour mieux comprendre les raisons sous-jacentes à leurs décisions. Comprendre la psychologie d'un investisseur. Les gens investissent dans ce qu'ils comprennent. Donc, le problème, c'est pas tant que les investisseurs européens n'ont pas compris le problème auquel j'essaie de répondre avec AfroStream. Le vrai souci, c'est que il n'y a pas en France d'investisseurs d'origine africaine qui auraient pu investir à la hauteur des besoins. Justement, dans les 30 investisseurs en question, il n'y avait pas d'investisseurs africains. Non. Et ça, c'est dû à quoi? Il y a des Africains ici qui ont quand même gagné pas mal de sous. Est-ce qu'ils sont investisseurs? Gagner des sous et être investisseur, c'est deux choses qui vont pas forcément de pair. La question inévitable à ce niveau est la suivante. Où sont donc passés les investisseurs africains? Mais pourquoi les milliardaires noirs n'ont-ils pas investi dans AfroStream? Eh bien, l'une des voix les plus crédibles dans l'univers des startups africaines, Madame Rebecca Enonchon, va nous éclaircir ce point une fois pour toutes. Ce ne sont pas les riches. Très important, parce que j'avais vu une sortie que tu avais faite là-dessus, dans laquelle les gens disaient qu'il faut que les riches africains financent les startups, et tu avais dit il faut arrêter de dire ça, c'est très faux. Parce que même dans les pays occidentaux, c'est pas les riches qui financent les startups. Donc, s'ils sont très riches, ils ont ce qu'on appelle des family funds. Donc, ils ont des family office où ils mettent de leur argent dans un fonds. Et ce fonds de famille, où ils ont beaucoup d'argent, va plutôt mettre de l'argent et confier ça à un VC. Et donc, ils vont investir dans le VC, et puis le VC va donc investir dans des startups. Mais c'est extrêmement rare qu'un riche va dire « Oh, je vais investir dans telle startup. » En direct, oui. Non, il faut pas s'y attendre. Okay. Ce qui va suivre sera la fin dramatique et douloureuse d'une aventure extraordinaire. Vendredi 15 septembre 2017, coup de tonnerre dans l'espace médiatique après l'annonce d'AfroStream via son compte Twitter désormais X de la suspension de son service et le non-renouvellement des abonnements en cours à leur expiration. Comment comprendre donc la faillite brutale seulement 2 années après son lancement de la jeune entreprise qui, en plus de la confiance des grands noms de la scène tech américaine et française, tels que le célèbre accélérateur californien Y Combinator, l'incubateur européen de Family, bénéficiait aussi de celle des fonds d'investissement comme Orange Digital Venture. 3 jours plus tard, le lundi 18 septembre 2017, au travers de l'article Medium intitulé « Dans les coulisses d'AfroStream », nous aurons droit à une masterclass exceptionnelle dans laquelle Tongé Bakan explique les raisons ayant conduit à cette fin prématurée. Plutôt que nos abonnés découvrent la news dans les journaux, il était important pour moi de maîtriser ma propre histoire, la propre histoire de la compagnie. Et donc j'ai écrit cette lettre ouverte qui a bien marché. Elle est devenue l'une des posts médiums les plus lus et les plus partagées. En la lisant, nous comprenons donc que cette lettre d'adieu a été écrite dans un souci de transparence, de maintien de la proximité avec ceux qui l'ont soutenu pendant 4 ans, de partage d'expérience avec les entrepreneurs, aspirants entrepreneurs et enfin du contrôle du storytelling de l'entreprise, pied angulaire de l'aventure. La difficulté que nous avons rencontrée et qui a précipité l'arrêt d'AfroStream fin 2017, c'est des besoins de financement qui n'ont pas pu être satisfaits. Nous étions dans une seconde levée de fonds. Après avoir levé 4 millions de dollars, nous devions en lever 10. Et lors d'un conseil d'administration, à la dernière minute, l'un de nos investisseurs stratégiques, une grande société française, s'est dédite d'une promesse d'investissement qu'ils ont faite. Nos succès ont impressionné toute l'industrie et notre fin et notre échec sont dans les standards de l'industrie. Cela est très vrai vu la difficulté de créer une entreprise viable dans l'industrie audiovisuelle en raison de la nécessité d'acquérir des droits de contenu coûteux avec un budget limité
d'où l'endettement à outrance des géants comme Netflix. Selon son propre exemple illustré dans l'article, pour 30 séries indépendantes de 2 saisons chacune et 100 films afro-américains, indépendants ou africains, nigérians, avec des sous-titres en français, il faut un budget de 2 100 000 € pour 1 an d'exploitation seulement. Un service comme Netflix propose plus de 6000 contenus sur la version américaine, mais malgré ce chiffre, de nombreux abonnés trouvent leur sélection de contenus limitée. Alors, imaginez leur réaction pour un service avec uniquement 30 séries et 100 films. Tel est l'exercice mental que nous invite à faire Tonji Bakan. Vous comprenez donc pourquoi il disait que 4 millions de dollars n'étaient rien pour un média. Concernant les raisons ayant retardé le développement de l'entreprise, il évoque le fait que sa niche était un public large d'Africains et d'immigrés africains vivant en France qui avaient souvent des soucis de moyens de paiement. Un de nos soucis principaux avec nos abonnés français était lié aux moyens de paiement, et pour une raison que j'ignore, le public que nous visions n'avait pas ces moyens de paiement adéquats. Un exemple, beaucoup de cartes bleues ne passaient pas lorsqu'on voulait renouveler les abonnements en début de mois, ce qui crée des annulations d'abonnements massifs. Ça c'est très grave. Comment une start-up pourrait-elle survivre à cela? Conscient que l'argent est le carburant de cette dernière, sans oublier l'effet du gratuit sur Internet. Nous étions encore, à l'époque, en train d'éduquer le public sur cet nouvel usage du streaming légal. L'idée qu'il faille payer pour voir des films et des séries. Aujourd'hui, en 2019, ça paraît évident. En 2015, quand nous avons lancé, beaucoup de gens assimilaient le mot streaming à illégal. Et donc l'idée pour eux de payer pour du contenu en ligne saugrenue. En plus de cela, AfroStream n'était pas encore adapté aux réalités du continent mère. Notre plus grande terre de développement, qui est le continent africain, n'offrait pas finalement un contexte propice à un développement rapide à cause du coût d'Internet dans certains pays. Même si le taux de pénétration des mobiles est important, il faut voir quel mobile peut être utilisé pour nos services. Des questions de moyens de paiement, des questions de finalement priorité pour des ménages. Est-ce que la priorité c'est investir dans le divertissement ou dans des choses peut-être plus vital. Tonji Bakan a eu le défaut d'être extrêmement clair au bon malheur de ceux qui spéculaient sans fondement sur les raisons ayant conduit AfroStream à la faillite. Bien que l'un des potentiels repreneurs d'AfroStream apportera des révélations qui feront peut-être pencher la balance. Si votre peur c'est l'échec ou le candidaton, ou si vous êtes influencé par la vie des autres, peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Et c'est ok. Tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur. Il faut juste regarder la vérité en face, en fait. Aujourd'hui, il y a une mode autour du fait d'être entrepreneur. Donc, des gens se posent la question de savoir qui ils sont et se cherchent. Mais il faut rappeler que c'est aussi très bien de ne pas être entrepreneur. Vous pouvez faire plein de choses intéressantes. Des entrepreneurs ont besoin aussi de trouver des partenaires, de créer des équipes. Et ce ne sont pas des équipes constituées uniquement d'entrepreneurs. Donc, vous pouvez tout à fait trouver votre place auprès d'un entrepreneur et apporter vos qualités pour soutenir son projet. When you study MBA, one thing for sure, do not spend too much time on the successful case study of the other company. Study the failures cases and learn that. Most people who succeed, they have various reasons. But most people who fail, they have only few reasons. Study that. You study these kind of mistakes, failure stories, not because you will avoid them. Because when one day you meet these problems, you know how to face it, how to solve it. Il faut beaucoup plus étudier les cas de faillite d'entreprise, pas les success stories. Conseil de Jack Ma, le cofondateur d'Alibaba, la deuxième plus grande plateforme d'e-commerce au monde, à une jeune africaine dans le cadre de la première édition du concours d'entrepreneuriat African Business Heroes. Tonji Bakan a donc certainement beaucoup appris de ce voyage aussi passionnant que complexe. Lorsqu'on se comporte bien dans le business, lorsqu'on traite les gens avec respect, ces gens-là, qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient partenaires, ont toujours envie de s'associer à votre prochaine aventure. Tout à fait, tout à fait. Cela rejoint tout à fait ce qu'expliquait M. Moussadek Bali, le fondateur du groupe Azalai Hotel. Je dis toujours aux jeunes, le plus grand capital
d'un entrepreneur, c'est pas de l'argent. Et ça, mon père me l'avait dit, mais je l'ai vécu. C'est l'image que vous donnez. Ta réputation, la réputation que vous avez. La confiance que vous inspirez. C'est ça le plus grand capital. On peut vous donner 100 milliards. Si les gens n'ont pas confiance en vous, vous n'irez nulle part. Et vous pouvez commencer avec 12 millions et demi de francs CFA comme moi et bâtir un groupe qui a un total de bilan aujourd'hui qui avoisine les 200 millions d'euros. Notons en plus de cela son exigence de s'entourer des gens qui pensent différemment de lui. J'ai une tendance que j'essaie de corriger à penser trop à la big picture, l'image finale, le projet final, plus qu'à le très court terme. Je pense que pour de prochaines aventures, je m'entourerai de gens qui vont penser plus au court terme. Interrogé sur les inquiétudes des fans qui considèrent qu'il est passé à côté de l'opportunité de sa vie, il a répondu. De l'extérieur, l'aventure AfroStream est une aventure extraordinaire. Et elle l'est. Mais c'est pas ma première aventure entrepreneuriale, c'est pas ma première aventure dans le milieu des médias. J'ai déjà fait des choses qui, pour moi, à mon niveau, me semblaient extraordinaires et excitantes. Et donc, peut-être que pour le commun des mortels, ça semble être une opportunité unique dans une vie, là où moi, je le vois comme finalement un chapitre heureux de ma vie. Mais qui, même s'il s'est fini un peu de façon prématurée par rapport à ce que j'espérais, ouvre la porte à plein d'autres choses. Cela a été confirmé par le fait qu'après ce chapitre heureux, il est travaillé comme directeur à The Family. Il a rejoint comme Chief Brand Officer le Agisha Prize, le plus grand concours d'entrepreneuriat pour les jeunes Africains de 15 à 22 ans, qui ont des projets concrets sur pied. Il a été également investisseur dans plus de 10 fonds de capital risque. On serait tenté de lui demander s'il a traversé cette fin d'aventure avec tristesse. Je suis pas sorti d'AfroStream déçu. J'ai vécu toute l'aventure à AfroStream. J'ai vécu les moments difficiles, les moments de joie. Et au moment où on a fermé, j'étais prêt à fermer. Sans regret. Pour toi, c'était normal. Il n'y a pas de question de regret. Je ne vis pas dans le passé parce que j'estime que si j'ai du talent, je serai toujours capable de faire quelque chose de nouveau et de mieux. Tout à fait. Et il a prouvé être talentueux puisqu'il est actuellement à la tête depuis juillet 2021 d'une nouvelle start-up OnScale Talent qui a l'ambition de se positionner comme la référence dans la collaboration entre les créateurs de contenu comme moi et les marques. Ma nouvelle entreprise qui s'appelle OnScale, qui développe un logiciel qui permet aux managers d'influenceurs, de créateurs YouTube et autres de faire des deals avec des marques, de gérer leurs projets, gérer leurs tâches. Après une telle renaissance, je comprends mieux son message à l'endroit de ceux qui ont été traumatisés par l'échec de leurs entreprises, dont je fais partie. Et à ceux qui ont déjà lancé et qui ont été déçus des résultats et qui ont été traumatisés par leur échec. Ces gens-là, je les comprends pas. Parce que c'est comme si, après votre première déception amoureuse à 16 ans, vous décidiez d'être célibataire pour la vie. Après, peut-être que vous n'avez pas les qualités nécessaires d'apprentissage, d'adaptation, de leadership qu'il faut pour mener à bien un projet. Et si vous avez toujours des velléités à créer des entreprises, essayez de rejoindre une équipe sans en être forcément les dirigeants. Mais j'ai envie de leur dire, voilà, si vous êtes déçus, il faut vous en remettre. Il y a des choses plus graves dans la vie. Il y a définitivement des choses plus graves dans la vie. Je n'ai donc aucune excuse après la faillite de ma start-up. La preuve est que cette initiative d'analyse style documentaire est la résultante de cet échec et des leçons qu'il m'a apprises. Au final, je pense que Tonje Bakan est un entrepreneur dans l'âme depuis l'âge de 18 ans et continue de l'être aujourd'hui, et ce selon sa propre définition, qui est la plus précise que je n'ai jamais lue ou entendue. En général, un entrepreneur est quelqu'un qui a un projet. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc, vous devenez entrepreneur à partir du moment où vous poussez un projet. Avant ça, vous espérez devenir entrepreneur, mais vous n'êtes pas entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas un diplôme qu'on vous donne. L'entrepreneuriat, c'est le résultat d'actions qui vous définissent comme un entrepreneur. Vous pouvez pas devenir nageur sans jamais aller dans l'eau. C'est pas possible. Ce qui vous définit comme nageur, c'est le fait que vous sachiez nager et que vous allez dans l'eau. Après, vous n'êtes pas forcément besoin de savoir très bien nager. Vous pouvez être un nageur qui s'améliore, mais vous pouvez pas être un nageur en étant juste toute votre vie assis à côté de la piscine. Fort heureusement, le marché du streaming afro n'est pas resté orphelin. Une quarantaine d'acteurs se disputent ce marché ultra concurrentiel en Afrique. Une entreprise de premier plan comme Iriko TV, fondée par le Nigérian Jason Joku,
s'y est investi corps et âme et est désormais en position de force avec plus de 5000 contenus et 200 000 abonnés à travers le monde. Ces films et séries issus de Nollywood, la deuxième industrie cinématographique au monde en termes de volume et de profondeur du storytelling, font le plaisir de ses abonnés. Exactement 5 ans plus tard, un article publié par un entrepreneur noir américain d'origine de la République dominicaine, Rich Hawking de AfroStream Story, remettait la start-up au centre des débats. Selon les informations qui y sont contenues, il semblerait que le conteur d'histoire ne nous a pas tout dit à propos de la revente du service de streaming. Monsieur Bakan avait relevé dans sa lettre ouverte qu'il s'était efforcé de trouver des acheteurs pour la start-up, mais que cela s'était avéré vain. Cependant, Monsieur Alberto Mazan, l'un des potentiels acheteurs d'AfroStream, n'est pas du tout d'accord avec cette version de l'histoire. Qu'est-ce que Tonji Bakan nous a donc caché? En fait, l'entrepreneur américain nous dit que l'histoire d'AfroStream est une histoire d'affaires si douloureuse pour lui qu'il n'en avait jamais parlé publiquement pendant 5 ans, jusqu'à cette date du 24 septembre 2021. L'histoire du service de streaming AfroStream et de son fondateur a été une période tellement douloureuse pour moi, en raison de la tromperie et des mensonges, qu'elle a contribué à me façonner pour toujours. Il m'a fallu 3 mois pour me remettre sur pied après cette situation. J'ai perdu certains de mes amis les plus proches qui n'ont pas pu se remettre du chagrin causé par un homme d'affaires malveillant. Ayant fondé son entreprise Vuma TV en 2016 pour montrer un contenu de qualité studio plus authentique et diversifié, 2 ans après, avide de faire des affaires intelligentes et affamé d'avoir un impact dans l'industrie du streaming, Alberto Mazan saisit l'opportunité d'acquérir le service AfroStream suite à la proposition d'un des investisseurs de la start-up. D'un point de vue stratégique, selon lui, il était parfaitement logique que Vuma TV rachète AfroStream. Leurs missions et leurs objectifs commerciaux étaient alignés et égoïstement, avoue-t-il, il pensait pouvoir résoudre les problèmes d'AfroStream. En faisant cela, non seulement il aurait sauvé les premiers investisseurs d'AfroStream au niveau mondial, Warner Media, Macro Venture, Orange Telecom, mais il étancherait sa soif en se lançant également dans la course mondiale du streaming, avec son personnel au premier plan. Mais malheureusement, c'était un rêve de courte durée. Après avoir dépensé des millions de dollars pour l'acquisition d'AfroStream et 2 jours avant la date limite fixée par les autorités françaises, je reçois ce message du fondateur. Bonjour Alberto, je vous écris au nom d'AfroStream pour vous informer que nous allons mettre fin, avec effet immédiat, à nos négociations concernant une acquisition d'AfroStream par Press Media Group, conformément à une certaine lettre d'intention non contraignante datée du 10 mai 2017. Selon ses propres mots, l'homme d'affaires a déclaré qu'il regrettait d'avoir tenté de sauver l'entreprise d'un homme qui voulait être à la fois roi et riche. Mais que signifie être roi ou riche pour un entrepreneur? Eh bien, mes recherches vont me conduire à la Harvard Business School où le professeur Noam Wasserman, ancien investisseur en capital risque, a écrit un best-seller de Founder Dilemmas. Il théorise cette notion du choix entre le pouvoir et la richesse pour les entrepreneurs. Selon lui, tout aspirant entrepreneur souhaite devenir un Dangote, un Jeff Bezos ou encore un Paul Fokam Kamounieux, qui ont tous fondé une grande entreprise et l'ont dirigée pendant de nombreuses années. Cependant, les PDG fondateurs qui réussissent sont une race très rare. En réalité, au fur et à mesure que les jeunes entreprises se développent, les entrepreneurs sont confrontés à un dilemme dont beaucoup ne sont pas conscients au départ. D'une part, ils doivent trouver les ressources afin de tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux. D'autre part, pour attirer les investisseurs et les cadres, les entrepreneurs doivent renoncer à contrôler la plupart des décisions. C'est ainsi qu'ils se retrouvent face à 2 options. L'option riche qui permet à l'entreprise de prendre de la valeur mais mettre le fondateur sur la touche en lui retirant le poste de PDG et le contrôle sur les décisions importantes. Et l'option roi, laquelle permet au fondateur de conserver le contrôle de la prise de décision en restant PDG et en gardant le contrôle du conseil.
d'administration, mais souvent en construisant une entreprise de moindre valeur financière. L'auteur poursuit son analyse en nous expliquant que de nombreux fondateurs pensent que s'ils ont mené à bien le développement de la première offre de l'entreprise, cela prouve amplement leur prouesse en matière de gestion. Pensant donc que les investisseurs ne devraient pas avoir à se plaindre et devraient continuer à soutenir leur leadership. Ainsi, leur succès en tant que fondateurs les empêche de réaliser que lorsqu'ils célèbrent l'expédition des premiers produits ou la conception de la première version de leur service, ils marquent la fin d'une époque et à ce moment-là, les dirigeants sont confrontés à un ensemble différent de défis commerciaux. Le fondateur doit gérer une entreprise capable de commercialiser de grandes quantités de produits et fournir aux clients un service après-vente. Les finances de l'entreprise deviennent plus complexes et le PDG doit dépendre de cadres financiers et de comptables. L'organisation doit devenir plus structurée et le PDG doit créer des processus formels, développer des rôles spécialisés et oui, instituer une hiérarchie managériale. L'élargissement considérable des compétences dont le PDG a besoin à ce stade pousse les capacités de la plupart des fondateurs au-delà de leurs limites. Et dans le management, j'aurais aimé pouvoir encore plus impliquer et responsabiliser chaque membre de l'équipe et peut-être plus les responsabiliser sur notre mission qui est celle de vendre des abonnements. Donc avec un esprit plus commercial et que finalement il y ait une obsession sur le revenu, la croissance, mais c'est sûrement quelque chose que j'arriverai à faire dans ma prochaine entreprise. Dans cette interview, Tongi Bakan lui-même nous explique que durant cette période très délicate qui survient dans le cas d'AfroStream après la conception de la première version du service, il aurait voulu se concentrer davantage sur les finances et la commercialisation d'abonnements, ce qui rejoint l'analyse du chercheur et explique la volonté de certains investisseurs américains, dont certainement Alberto Maza, de remplacer les fondateurs par des PDG plus orientés profit. Je souhaitais à tout prix éviter la fermeture du service quitte à rejoindre un grand groupe et perdre un peu de mon indépendance et celle de mon équipe. Car la portée d'un projet comme AfroStream dépasse mes desiderata de fondateur et d'entrepreneur. Voulait-il rejoindre un grand groupe et rester à la tête d'AfroStream dans ce groupe? Ou envisageait-il de céder son poste à un nouveau PDG? À mon avis, comme il a lui-même subtilement déclaré, Tongi Bakan espérait au maximum perdre une partie de son indépendance, mais pas la totalité, et donc continuer à diriger sa start-up, même en étant racheté par un plus grand groupe, car il était plus motivé par la mission d'AfroStream que par de l'argent. La suite de mon analyse suggère que M. Alberto Maza ne reproche pas à Tongi Bakan le fait d'avoir choisi d'être roi et donc de continuer à gérer son empire. Non. Mais l'indécision de ce dernier qui lui a fait perdre, selon lui, des millions de dollars. Car les études du professeur Noam démontrent que 4 entrepreneurs sur 5 choisissent de rester décisionnaires dans leur entreprise, dont Tongi Bakan n'est pas une exception. L'exemple de Madame Djeneba Keita, fondatrice de la chaîne de restaurants Afrique Café en Côte d'Ivoire est marquant. C'est peut-être pas le moment. Je ne veux pas laisser quelqu'un accélérer moi-même ma croissance. Ça c'est moi, où je me dis j'y vais au rythme qui me convient et qui me va, qui nous va. La même façon que je refusais de prendre des marchés parce que je n'en avais pas la capacité. Mais toi, tu avais le sentiment qu'ils voulaient t'imposer un rythme? Oui. Ils doivent l'imposer. Ils vont me l'imposer. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle a été impulsée de ça parce qu'elle m'a posé la question. Je lui ai dit, mais tu sais, ces gens-là vont chercher leur argent après. Oui. En fait, c'est un mariage. Alors, je sais plus qui m'a dit, c'est un mariage à durée déterminée. Cette dernière a refusé les investisseurs car elle veut inconsciemment être la reine de son empire. Par contre, étant une personne hyper créative, elle a un énorme problème avec les processus de structuration dont requiert sa fonction de PDG ou chef d'orchestre, comme elle préfère. C'est le fait d'avoir voulu être roi et riche qui est déploré par l'homme d'affaires d'origine dominicaine, c'est-à-dire de continuer à gérer son empire tout en étant racheté par un grand groupe. Pourtant, les dirigeants de ces groupes comme Alberto Mazan considéraient déjà probablement que Tongi Bakan n'était plus la personne idéale pour gérer l'entreprise à ce niveau.
Ce qui expliquerait peut-être le fait que M. Marzan ait dit que notre conteur d'histoire gérait mal AfroStream. Mais qui sont donc les investisseurs pour juger si oui ou non une entreprise est bien gérée par un entrepreneur qui y a consacré sa vie? Eh bien, ce sont eux les vrais patrons, et si tu veux qu'ils investissent en toi, tu dois te soumettre à leurs règles, malheureusement. En fin de compte, ce que M. Alberto Marzan souhaitait réellement, n'était-il pas de devenir lui aussi riche et roi? Riche en possédant intégralement AfroStream et roi en dirigeant cette start-up très prometteuse.